Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ce podcast n'a pas été évident à préparer, car il s'agit d'un sujet assez sensible puisqu'il touche, entre autres, aux émotions, à l'empathie et aux relations avec les autres. Ça fait des années déjà que j'aimerais vous parler de la communication non violente et que j'hésite. J'hésite sur l'angle par lequel aborder cette question. Et je vais être en fait très honnête, très sincère et très simple. Je vais simplement vous partager ma propre expérience avec la communication non violente et vous expliquer pourquoi, en ce qui me concerne personnellement, je n'utilise pas la communication non violente. Pourquoi celle-ci me donne des boutons et pourtant, pourquoi c'est une méthode qui est remarquable et excellente. On va essayer de résoudre ce paradoxe ensemble cette semaine. La communication non violente, si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est une forme donc de communication, comme son nom l'indique, qui a été décrite par Marshall Rosenberg dans les années 70. C'est lui qui a mis au point cette forme de communication dans le but de favoriser des relations avec autrui plus apaisées, et pleine d'empathie. Empathie envers soi-même, empathie envers l'autre. Vous allez me dire, jusqu'ici, tout va bien. Et c'est effectivement une forme de communication qui peut être très souvent employée dans des écoles Montessori ou dans des cercles de parents. Disons que cela fait partie de la galaxie autour de l'éducation bienveillante. On trouve beaucoup de choses qui sont un peu associées. La communication non violente, le fait de manger plus sainement, le fait de prendre soin de l'environnement, le fait peut-être de faire de la méditation ou de la pleine conscience ou du yoga, privilégier une éducation bienveillante, etc. Souvent, les personnes qui sont en recherche de sens dans un domaine le sont aussi dans un autre. Et les personnes qui sont en recherche de sens dans la communication ont souvent recours à la communication non violente. Et lorsque j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si effectivement vous connaissiez, si vous pratiquiez déjà la CNV, comme on l'appelle, eh bien, tous ceux qui m'ont répondu, effectivement, pratiquaient la CNV, la connaissaient et avaient envie, en tout cas, de l'appliquer et de faire mieux dans ce domaine. Alors, c'est formidable. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi est-ce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas au quotidien et pourquoi, lorsque j'entends des formulations de CNV, mon poil se hérisse et vous pourrez me voir physiquement me crisper. Eh bien, avant ça, il faut bien comprendre ce qu'est la communication non violente. Quelque part, il s'agit de deux aspects de la même pièce. Premier aspect, il y a l'empathie sincère, réelle, que l'on éprouve envers soi-même et envers l'autre. L'attitude que l'on va adopter envers soi-même et envers l'autre. Et, de l'autre côté, il y a le formalisme, le mode de communication, les éléments de langage, si vous voulez, que l'on va utiliser pour exprimer cette empathie et communiquer de façon consciente sans avoir recours à la moindre violence. Parce qu'on le sait, le langage peut être incroyablement violent. Et vous avez ces deux aspects qui sont totalement complémentaires. Parce qu'une parole formelle qui n'est pas sincère n'a pas la même portée. Et à l'inverse, si vous êtes sincère mais que vous ne savez pas exprimer les choses, que vous les exprimez avec maladresse, vous n'aurez pas le résultat escompté, à savoir vous ne réussirez pas à transmettre à l'autre que vous êtes en empathie avec lui. Donc il est important d'avoir les deux. Et le fait d'utiliser certains éléments de langage vont nous aider à adopter la bonne attitude. Les deux s'entretiennent l'un l'autre, le langage et l'attitude ou les sentiments intérieurs. Donc jusqu'ici, pas de souci. Mais dans la façon de parler, en communication non violente,
il y a justement des formules, une structure du langage qui va nous aider à exprimer des demandes. Alors pour vous donner un petit peu la structure générale, on commence par exposer les faits. Les faits, ce sont des choses objectives, des choses peut-être mesurables, vérifiables. Par exemple, tu es arrivé avec 1 heure de retard. Voilà, c'est quelque chose de factuel. Nous avions rendez-vous à 9 heures et il est 10 heures, alors que tu arrives maintenant. Ça, c'est un fait. La deuxième étape va consister à exprimer ce que moi je ressens face à ce fait. Donc, par exemple, lorsque nous avons rendez-vous à 9 heures et que tu arrives à 10 heures, je me sens extrêmement frustrée. Ensuite, on va chercher pourquoi on ressent ce sentiment et on éprouve cette émotion parce qu'il y a l'un de nos besoins qui n'est pas satisfait. Et donc, quel est ce besoin? En l'occurrence, peut-être que parce que j'ai besoin de clarté dans mon emploi du temps, parce que j'ai peu de temps dans ma journée et que j'ai besoin de m'organiser au mieux pour ne pas perdre de temps. Et enfin, on va faire une demande à l'autre. Et cette demande, elle doit évidemment être raisonnable, reliée au comportement, aux faits que l'on a remarqués et qui nous posaient problème au départ. Par exemple, j'apprécierais si tu pouvais me prévenir lorsque tu vois que tu vas être autant en retard et éventuellement que nous reprogrammions notre rendez-vous. Ou alors, peut-être exprimer une préférence. Je préfère très sincèrement que tu me dises la veille que tu vas être débordé et que le rendez-vous sera difficile à tenir et que l'on reporte à une date ultérieure. Voilà, ça c'est une façon de parler qui fait partie de la communication non violente. Et donc les phrases dans ce genre de situation ont un peu toujours la même structure. Quand je vois ceci, quand j'entends cela, quand il se passe ceci, je me sens car j'ai besoin de Pourrais-tu, s'il te plaît et la demande qui suit. Voilà, ça c'est la structure d'une demande en CNV, en 4 étapes à chaque fois. Vous voyez que cette structure, elle est quand même très reconnaissable. Ça se voit, ça s'entend quand quelqu'un utilise la communication non violente. Ça se repère. Il y a des indices textuels, comme on dit. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que cette façon de s'exprimer comprend des pièges. Il est très facile d'utiliser une structure langagière qui est très proche de celle de la CNV, tout en niant totalement l'esprit de la CNV, en retournant la forme du langage contre le sens de cette forme de communication. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Et sur Instagram, j'ai publié il y a peu de temps un petit carrousel avec justement 3 pièges de la CNV, c'est-à-dire trois tendances qui peuvent totalement détourner la CNV de son objectif. Premier piège, attribuer à l'autre la responsabilité de nos émotions. Dans ce genre de formulation, on peut facilement sous-entendre que l'autre me rend triste, que l'autre me met en colère, que l'autre provoque chez moi cette émotion. Alors c'est vrai que l'autre provoque chez moi cette émotion, mais écoutez bien la différence entre ces deux formulations. Lorsque nous avons rendez-vous à 9 heures et que tu arrives à 10 heures, je me sens méprisée. Et deuxième formulation, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque nous avons rendez-vous à 9 heures et que tu arrives à 10 heures, je me sens frustrée. Dans la première phrase, si vous êtes la personne à qui je m'adresse, il y a de très fortes chances que vous me répondiez tout de suite par un « mais pas du tout, je ne te méprise pas ». Parce qu'effectivement, c'est ce que sous-entend ma phrase.
Lorsque tu arrives à 10h, je me sens méprisée. Si je me sens méprisée, c'est que quelqu'un me méprise. C'est que j'ai l'impression que quelqu'un me méprise et que ce quelqu'un, c'est toi. Donc en fait, je suis en train de t'accuser de me mépriser. C'est une accusation, un peu masquée, très polie. Ça reste une accusation. Et ça veut dire que l'émotion que je ressens, l'autre en est responsable. Et l'autre doit en assumer la responsabilité et donc agir pour corriger cette émotion chez moi. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en fait, chacun est responsable de ses propres émotions. Dans les mêmes circonstances, tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Alors oui, il y a des choses qui naturellement provoquent davantage la tristesse chez le commun des mortels, d'autres choses qui provoquent plus naturellement la joie, la colère, l'inquiétude, etc. Oui, on est bien d'accord. Mais malgré tout, nous avons toujours un choix, un libre choix. Et nous ne sommes pas obligés de ressentir cette émotion-là. Nous pouvons ressentir d'autres. Et encore une fois, ce n'est pas parce que l'autre provoque chez nous cette émotion qu'il en est responsable et qu'il est donc responsable de devoir corriger cette émotion chez nous. Parfois, c'est à nous de faire l'effort. Voilà, je voulais juste apporter déjà cette première précision. Ça m'agace profondément quand on utilise la CNV, disons le formalisme de la CNV. Parce que justement, c'est contraire à l'esprit de la CNV. Quand on utilise ce formalisme pour rendre l'autre responsable de nos propres émotions et le forcer, exiger à corriger cette émotion chez nous. Ça n'est pas la responsabilité de l'autre que de nous rendre heureux. C'est notre responsabilité de nous rendre heureux. On peut s'entraider dans la matière, bien sûr. Tout mariage, par exemple, est beaucoup plus heureux si chacun fait attention au bonheur de l'autre. Mais de façon ultime, personnellement en tout cas, j'estime que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Et que c'est une posture souvent de victimisation que de dire qu'on n'a pas le choix et que l'autre nous rend forcément malheureux. Nous avons toujours des choix, simplement parfois ces choix sont très difficiles. Et si nous attendons que l'autre nous rende heureux, nous nous préparons une vie assez difficile, je pense. Donc ça, c'est le premier piège, attribuer à l'autre la responsabilité de nos émotions. Le deuxième grand piège de la CNV, ça serait de prendre nos désirs pour des besoins. Quels sont ces fameux besoins que l'on va exprimer dans des formulations liées à la CNV? Ça peut être des besoins physiologiques. J'ai besoin de manger. Lorsque tu es chargé de préparer le repas et qu'il n'est prêt qu'à 21h, je me retrouve très frustrée, encore une fois, parce que j'ai faim et que j'ai besoin de manger un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que mon ventre crie famine, parce que je gargouille et que j'ai besoin de manger à cette heure-là. Ça peut être un besoin physiologique. Ça peut être des besoins qui relèvent davantage du psycho-affectif. Ça peut être un besoin de repos mental. Un instant de silence, par exemple. Ça peut être un besoin de créativité, de façon de pouvoir exercer sa créativité. Il y en a toutes sortes de besoins comme ça. Mais nous avons aussi des choses qui sont des désirs et pas forcément des besoins. Et on peut avoir tendance parfois à transformer nos désirs en besoins pour renforcer l'idée que l'autre devrait y faire plus attention. C'est évident que si quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai besoin de manger, j'ai faim », c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus d'importance pour moi que si quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai envie de bonbons ». D'un côté, il y a un désir, de l'autre, il y a un besoin. Et donc l'urgence n'est pas la même, l'importance n'est pas la même, ma réaction ne sera pas la même. Lorsque je dis quelque chose comme « quand nous avons rendez-vous à 9h et que tu arrives à 10h, je me sens frustrée parce que j'ai besoin que nous commencions à l'heure. »
Là, c'est très différent. Parce que déjà, je dis j'ai besoin que. Et je suis déjà en train de faire une demande qui est plutôt une exigence envers l'autre. En fait, je souhaite que nous commencions à l'heure. Je désire que nous commencions à l'heure. Ça n'est pas un besoin. On a besoin de sentiment de sécurité, d'être rassuré sur le fait que tu ailles bien si tu n'arrives pas à l'heure, d'être calme et serein par rapport à notre journée. Mais on n'a pas besoin que quelqu'un fasse quelque chose. Ça, ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Ça va faire partie de la demande que l'on va faire un peu plus tard. Et puis parfois, on va aller chercher des petites choses et on va utiliser ce formalisme pour des choses où franchement, on pourrait prendre sur nous aussi un petit peu. Et où justement, on va faire passer des petites choses, des petits désirs pour des besoins. Ça, c'est le deuxième grand piège. Et puis le troisième grand piège, c'est lorsqu'on cherche en fait à manipuler l'autre. Et ça peut être très, très discret. Ça peut passer assez facilement inaperçu en soi-même. On peut se tromper soi-même en ayant l'illusion que l'on fait ça dans l'esprit de la communication non violente, alors qu'en fait, notre objectif final est bel et bien de manipuler l'autre. Comment est-ce qu'on sait si on est en train d'essayer de manipuler l'autre ou pas? Je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est que je fais une demande à l'autre. Est-ce que je suis à l'aise avec l'idée que la personne en face de moi peut refuser? Ça n'est pas une exigence que je pose. Ce n'est pas parce que je dis que j'ai besoin d'eux et que j'aimerais que du coup tu fasses ça que l'autre doit le faire. La personne en face de moi est une personne avec son libre arbitre. Elle a le droit de refuser. Et de mon côté, si elle m'oppose ce refus, eh bien je vais l'écouter avec empathie. C'est ça le sens de la communication non violente. Donc ça, c'est peut-être le premier test. Est-ce que je suis sincèrement à l'aise avec l'idée que la personne en face de moi peut refuser d'accéder à ma demande? Deuxième point, est-ce que je suis ouverte à l'idée que la personne en face de moi me propose une autre solution pour répondre à mon besoin? Un besoin, c'est une chose. On peut y répondre de bien des façons. Pour l'exemple du retard, là toujours. Une façon d'y répondre, ce serait d'anticiper la veille, comme je vous le disais, si la journée risque d'être difficile. Et dans ces cas-là, plutôt d'annuler le rendez-vous suffisamment à l'avance. Peut-être qu'une autre solution, ce serait simplement de prévenir si on voit qu'on est en train d'être en retard. Et c'est pas grave, je peux m'occuper, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Peut-être qu'une autre solution pourrait être d'envoyer quelqu'un d'autre, par exemple. Quelqu'un d'autre qui aurait moyen d'être à peu près à l'heure ou moins en retard que la personne qui se rend compte qu'elle va être en retard. Peut-être qu'une autre solution serait d'appeler et de faire le rendez-vous à distance. Voilà, il y a plein de solutions possibles, plein de possibilités. Est-ce que j'accepte que l'autre refuse la demande que je lui fais, la solution parmi d'autres que je lui demande, et propose une autre solution? Si je suis à l'aise avec ça, alors je suis vraiment dans l'esprit de la CNV, de la communication non violente. Donc voilà, vous voyez comment on peut très facilement en arriver à vouloir manipuler l'autre. Quand on n'accepte pas que l'autre puisse refuser d'accéder à notre demande, lorsque seule notre solution est valable, et pas celle de l'autre, là, on rentre dans la tyrannie, et pas du tout dans la communication non violente. On est dans l'opposé de la communication non violente. La manipulation est une violence, c'est une évidence. Donc vous voyez que cette formulation, qui paraît très claire, très simple, en 4 étapes, c'est carré, c'est rigoureux, mais ça n'est pas si facile que ça à mettre en pratique. Et malheureusement, peut-être parce qu'il y a eu un phénomène de mode, que c'est quelque chose qui a beaucoup plus progressé, je pense, en France ces 10 dernières années que les 40 années qui ont précédé. Peut-être que du coup, beaucoup de personnes se sont lancées dans la communication non violente avec 3 bribes récupérées sur Internet, avec quelques idées par-ci, par-là. Alors, je tiens à préciser que moi-même, je ne suis pas formée à la communication non violente et que je n'ai appris que par moi-même, en autodidacte, ce dont je vous parle aujourd'hui. Maintenant, je pense
avoir examiné la question de la communication non violente avec sincérité, honnêteté et intégrité, si quelqu'un qui est formé, qui est praticien ou formateur, estime que j'ai dit des bêtises, qu'il n'hésite pas à me laisser un petit message sur le site des Montessori 7. Voilà, j'essaie vraiment de présenter la communication non violente d'une façon aussi honnête, sincère et intègre que possible. Et ce que je déplore aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'essor de la communication non violente. Simplement, les mauvaises utilisations qui peuvent en être faites, les abus qui peuvent avoir lieu dans le cadre du formalisme de la communication non violente. Il est évident que les véritables praticiens, ceux qui ont l'esprit de la communication non violente, ne cherchent pas à manipuler les autres, à prendre leurs désirs pour des besoins, à attribuer à l'autre la responsabilité de leurs émotions, etc. Mais il n'empêche que voilà, beaucoup de gens, probablement, se sont lancés comme ça dans la communication non violente. Et comme tout le monde, quand on se lance, on fait des erreurs. On essaie quelque chose de nouveau, on se trompe. Mais j'ai beaucoup entendu de formulations qui se voulaient non violentes, qui se voulaient positives, et qui en fait étaient de la pure manipulation. Et j'ai vu beaucoup de gens qui affichaient une façade gentille et adorable, tyranniser en fait d'autres gens à travers ce genre de formulation. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, malheureusement, quelque part, les formulations de la communication non violente sont très reconnaissables. On vous voit venir à 15 km. Quand je vois je me sens or j'ai besoin de donc je te demande de. Voilà, ces 4 étapes, elles sont tellement typées. Et c'est normal, hein, justement, pour prendre l'habitude d'un schéma de pensée qui soit respectueux et empathique envers l'autre, on adopte une structure dans le langage. C'est naturel, c'est normal, c'est très bien. Mais du coup, cette structure est tellement reconnaissable et pour moi, dans mon expérience personnelle, elle a tellement été associée à des personnes qui essayaient de manipuler que maintenant, dès que j'entends ce type de formulation, j'ai une espèce d'allergie. Je me crispe, je me sens mal, j'ai le sentiment que l'on est en train d'essayer de me manipuler. Et peut-être qu'en fait pas du tout. Il y a certaines personnes dans mon entourage que je connais et qui pratiquent très bien la communication non violente, qui le font justement avec une parfaite authenticité et une parfaite intégrité, qui sont en empathie, bref, qui font ça très bien. Et donc c'est comme si j'avais une première crispation et qu'avec ces personnes-là, ensuite, je me détendais. Mais il y a quand même ce premier réflexe de me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on est encore en train d'essayer de me baratiner ?» Et c'est la même chose pour mon mari. Il a ce même rejet de cette formulation parce qu'il l'a trop entendu mal utilisée également. Et du coup, nous avons décidé, nous en avons déjà discuté entre nous, nous avons décidé de ne jamais employer ce genre de formule, cette structure de langage. Tout simplement parce que l'autre, immédiatement, aurait l'impression qu'on cherche à le manipuler. Et en fait, ça ne nous met pas dans un bon état d'esprit, clairement. Donc nous préférons nous parler avec respect, exprimer calmement, clairement et simplement ce qui se passe. Ce qu'on observe, ce qu'on ressent, etc. Mais sans cette formulation, de façon beaucoup plus instinctive, je dirais. Parfois de façon sans doute plus violente que si on utilisait la structure de la CNV. Mais on essaie de garder cette authenticité, ce respect, cette empathie envers l'autre. Je connais au contraire des couples qui emploient régulièrement la CNV et pour qui ça a été un véritable ciment dans leur mariage. Donc je considère que c'est vraiment propre à l'expérience de chacun. Et ça n'est pas du tout un outil que je critique, bien au contraire. Je pense que la CNV est une forme de communication qui est excellente, qui apporte beaucoup. En tout cas, ça fait beaucoup réfléchir. Ce que je déplore en revanche, c'est qu'elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle demande beaucoup de pratique, beaucoup de nuances et de subtilité dans sa mise en pratique. Et malheureusement, il existe encore trop de personnes qui utilisent la CNV comme un moyen de pression, comme un moyen de manipuler les autres.
Peut-être aussi parce que je suis de naturel très sensible. Je fais partie de ces gens qui ont tendance à vouloir faire plaisir absolument à leur interlocuteur. J'interprète très facilement les formules de CNV qui me disent quand il se passe ceci, je me sens triste, je me sens, etc. Je prends déjà naturellement, très facilement, la responsabilité des émotions des autres. Donc avec les formules de la CNV, je me sens tout de suite responsable de l'émotion de l'autre et je me sens forcée d'accéder à sa demande. Alors qu'en fait, ça me met mal à l'aise. Ça n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas bon pour moi, ou ça va me prendre trop de temps, etc., etc. Pour les gens qui cherchent à faire plaisir aux autres, quelque part les formulations de la CNV peuvent être terribles, parce qu'elles sont trop efficaces. Quand on est déjà très empathique, entendre une demande qui joue sur l'empathie, on a envie de dire que c'est pas du jeu, c'est de la triche. C'est tirer sur nos cordes sensibles. Voilà, et je trouve qu'on se retrouve à accepter trop de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et je ne sais plus où je lisais ça, mais je l'ai trouvé très juste, qu'un bon praticien de la CNV acceptera toujours plus volontiers un refus qu'une acceptation forcée. Et ça, c'est quelque chose, je pense, auquel il faut bien réfléchir quand on emploie la CNV. Est-ce que je préfère un refus ou est-ce que je préfère une acceptation forcée de la part de mon interlocuteur ? Voilà, il y a bien évidemment, comme pour tous les outils, de mauvaise utilisation de l'outil. Je ne sais pas si ça vous encouragera ou pas à pratiquer la CNV pour vous-même. En tout cas, vous comprendrez pourquoi ça ne fait pas partie, moi, de mes outils personnels. C'est simplement lié à mon expérience de vie. Mais je comprends parfaitement les personnes qui l'utilisent. J'en vois l'intérêt. Peut-être que d'ici 10 ou 20 ans, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus naturel, qu'on aura trouvé d'autres formulations aussi, parce que c'est comme tout outil, il faut se l'approprier. Cette formule en 4 étapes, c'est la formule de base, je dirais. Évidemment, quand on se l'approprie, que ça devient plus naturel, l'ordre des éléments change, on dit les choses autrement, on trouve sa façon de les exprimer. En attendant, pour ma part, je renonce au formalisme de la CNV. Ça ne m'empêchera pas de chercher toujours à mieux respecter l'autre, à plus respecter l'autre, à être en empathie avec lui. Et simplement, j'essaierai de le faire avec ma propre structure de langage. Libre à vous maintenant de faire ce que vous voulez. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura aidé à découvrir la CNV si vous ne la connaissiez pas, à vous mettre en garde contre certains pièges dans l'utilisation de la CNV si vous la découvrez tout juste. Et peut-être que cela vous aura donné l'occasion d'y réfléchir un peu plus profondément ou de vous poser davantage de questions si vous étiez déjà praticien de la CNV. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour cet épisode du podcast, après une pause un petit peu longue due à notre déménagement. Après quelques semaines où le podcast n'est pas sorti systématiquement. Ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère retrouver cette régularité. Les choses prennent du temps et malgré tout, je suis très heureuse de partager tout ça avec vous, de pouvoir réfléchir avec vous à ce genre de questions. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.